Hello les bibliothécaires. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille de nouveau cette semaine pour une nouvelle vidéo dans notre chère bibliothèque. Et aujourd'hui nous allons prendre un livre concernant le paranormal de façon générale. C'est-à-dire le thème où j'évoque les témoignages ou du moins ce que certains racontent avoir vécu. Aujourd'hui, c'est un témoignage qui nous vient de Reddit. Libre à vous de le prendre comme une fiction ou comme un réel témoignage. En tout cas, ce témoignage serait un témoignage sur une rencontre avec le Bigfoot. En attendant, comme vous le savez, je vous conseille de vous installer dans un endroit bien confortable, comme nous sommes encore en hiver, près du feu, près d'un chauffage, je sais pas, dans un endroit douillet où vous vous sentez bien emmitouflé comme il faut. Peut-être quelques sucreries, quelques petits gâteaux, et peut-être un petit café, un thé, un cappuccino, enfin, ce qui vous fait plaisir. Et pour ceux qui écoutent plus qu'ils ne regardent la vidéo, eh bien, j'espère que celle-ci au moins plaira à vos oreilles pendant que vous faites autre chose. Si vous êtes bien installés, prêts à entendre cette nouvelle histoire assez étrange, eh bien, nous allons pouvoir commencer à évoquer celle-ci. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer une histoire que j'ai trouvée sur Reddit qui se veut a priori être un témoignage, mais je préfère le dire dès le début de la vidéo avant que certains qui n'aillent jusqu'à la fin ne décident de laisser de gentils commentaires, nous allons dire. Je ne dis à aucun moment que ce témoignage ou ce qui est écrit est vrai, que c'est faux. Je dirai mon avis personnel à la fin. Je ne fais que dire ce qui est censé, et je dis bien censé, être un témoignage d'un redditeur. Vous savez très bien que sur Reddit, il y a malheureusement des gens qui écrivent de fausses histoires comme des vrais témoignages. Nous ne pouvons rien y faire. En tout cas, si celle-ci, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, ce qui est sûr, c'est que je n'aimerais pas la vivre réellement et qu'elle laisse gentiment les poils se dresser sur les avant-bras quand même. Maintenant que j'ai fait cette petite précision, venons-en à ce soi-disant témoignage. Oui, je mets toujours des pincettes. Il dit ceci. Je suis agenouillée devant un feu par une nuit fraîche de septembre, avec du sang sur les mains et un arc recourbé en bandoulière. Mon offrande gît à mes pieds, tandis que je prononce le mot spécial à plein poumon. L'intensité et le volume de quelque chose de très grand et très puissant semblent souffler à travers une forêt dense. Et ça commence doucement à croître, se rapprocher, s'amplifier. Bientôt, ce bruit, ce fracas, se transforme en silence. Et je me retrouve nez à nez avec ça. Je sais ce qu'il me reste à faire. Ce n'est pas moi qui ai écrit cette mise en bouche, c'est le réditeur lui-même qui a voulu écrire son texte comme ceci. Puis il continue. Mais avant d'en venir à ce jour, laissez-moi essayer de vous faire comprendre et avancer rapidement jusqu'à la période de ma vie où j'ai rencontré et épousé Lara. Lara et moi nous connaissions depuis le début de mes études universitaires. Nous fréquentions les mêmes amis et participions généralement aux mêmes réunions. Je parle d'une rencontre puisque ni l'un ni l'autre n'aimions vraiment faire la fête. Nous passions donc notre temps à côtoyer des gens plutôt équilibrés, plus académiques, pourrait-on dire, que des fêtards. Et il ne se passait rien de bien folichon autour de nous, il faut dire ce qui est. Ce n'est qu'après l'université, lorsque j'ai croisé de nouveau Lara dans un Safeway dans l'Oregon, que quelque chose a commencé à se mettre en place entre nous. Elle était à cette époque en ville pour superviser les enquêtes d'une entreprise forestière locale. Et elle avait décidé ce soir-là de prendre le risque d'acheter des sushis à l'épicerie pour les ramener dans sa chambre d'hôtel. De mon côté, j'étais allé acheter des anguilles, du fil, de l'acide citrique et bien d'autres choses pour des projets que j'avais pour ma cabane. Heureusement, Lara n'a pas remarqué les articles qu'il y avait dans mon panier.
et nous avons entamé une conversation habituelle sur le fameux thème du comment ça va. Cependant, nous semblions tous les deux concentrés l'un sur l'autre, comme si nous étions suspendus chacun à nos moindres paroles. Comme je l'ai fait comprendre, nous étions essentiellement ce qu'on appelle des geeks à l'université. Et je n'avais donc jamais vraiment remarqué Lara physiquement, compte tenu qu'elle avait habituellement toujours des lunettes en forme de bouteille de coca et qu'elle avait souvent des pulls Pokémon de taille assez surdimensionnée. De même, elle n'avait aucune raison vraiment de me remarquer non plus. À l'époque, j'avais 35 kilos de trop et il restait généralement un peu de ce que j'avais mangé au déjeuner sur mes sweats et mes chemises Metallica usées. Dire qu'après ces années, elle avait changé serait un euphémisme. Elle portait un chemisier boutonné simple et un jean bleu. Mais elle s'était débarrassée de ses fameuses grosses lunettes et à la place, elle portait des lentilles de contact. Ses anciens cheveux roux et filochés étaient plutôt finement séparés, de sorte que je pouvais voir ses magnifiques yeux verts. J'étais sous le charme. Heureusement, de mon côté, j'avais moi aussi changé. J'avais perdu du poids, j'avais fait involontairement de la musculation en raison de la profession que j'exerçais, et j'avais appris à manger comme un adulte et à porter des vêtements également d'adulte. Nous avons fini par prendre un café en ville ce soir-là. Il semblait qu'il n'y avait rien qu'elle pouvait dire que je ne souhaitais pas entendre. Et elle semblait également intéressée par ma vie, du moins ce que je lui en ai dit. Lorsque je l'ai raccompagnée à sa chambre d'hôtel ce soir-là, aucun de nous deux ne s'attendait à quelque chose de physique. Si bien que nous nous sommes sentis sincèrement à l'aise lorsque nous avons échangé nos numéros. Je pourrais m'étendre pendant des heures ainsi sur ma vie avec Lara, mais je me contenterai de dire que le reste appartient à l'histoire. 8 mois plus tard, nous nous sommes retrouvés, entourés d'amis et de membres de notre famille, sur une plage de la côte Est, professant l'un pour l'autre nos vœux éternels. Curieusement, ma nouvelle épouse, qui était originaire de l'ouest des Rocheuses, n'avait jamais vu le sud des États-Unis, et elle a insisté pour faire une randonnée dans les Appalaches. C'est ici que notre histoire commence vraiment. Nous avions décidé d'entreprendre une randonnée d'environ 20 miles cette semaine-là. L'idée était simple, faire de l'exercice, mais aussi prendre le temps d'être ensemble. Les 4 premiers miles se sont passés très vite cet après-midi-là. Et lorsque nous sommes arrivés dans une belle prairie traversée par un ruisseau bouillonnant, nous ne pouvions imaginer un endroit plus pittoresque pour camper. Nous avons donc monté le camp, préparé nos repas lyophilisés et sommes allés sous la tente en début de nuit. Vers 2 heures du matin, j'aurais juré avoir entendu des voix sur le flanc de la colline qui se situait au-dessus de nous. Mais j'étais vraiment trop fatigué pour vérifier avant de m'endormir à nouveau. À 3h37 cependant, je savais que j'entendais quelque chose. Je me suis donc glissé hors du sac de couchage, j'ai ouvert discrètement une légère fente dans la toile de la tente et j'ai jeté un coup d'œil vers l'endroit où se trouvait notre feu de camp. J'ai cru pouvoir distinguer la silhouette de 3 personnes de corpulence moyenne. Et il semblait y avoir la lueur d'un mégot de cigarette qui semblait être dans la bouche de l'une de ces 3 personnes. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais laissé mon matériel de chasse à la maison pour ce voyage. Il n'était pas du tout prévu que nous fassions de la chasse, juste une randonnée. Au final, il ne nous restait donc qu'à trouver un moyen pour nous protéger et tout ce que j'avais, c'était une bombe aérosol anti-ours et une pince multi-outils dotée d'une minuscule lame de couteau. Lara s'est réveillée en sursaut. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Une fois que j'ai retrouvé mon calme, j'ai jeté un coup d'œil par l'ouverture de la tente pour voir où étaient les silhouettes dans l'obscurité. Elles étaient en train de s'enfuir à toutes jambes. « Rien, ai-je répondu. Peut-être un ours, mais il est parti maintenant. » Je ne voulais pas vraiment l'inquiéter pour quelque chose dont je n'étais même pas sûre moi-même. Alors je suis retournée me blottir contre elle, dans notre sac de couchage, et je me suis rendormie. Le lendemain matin, j'ai pu remarquer 2 mégots de cigarettes qui étaient autour de notre feu de camp. Quelque chose ne tournait pas rond. Mais à ce moment-là, j'étais en lune de miel, alors j'ai décidé que si nous continuions quelques kilomètres de plus sur notre sentier de randonnée, cela peut-être atténuerait mon inquiétude. En fin d'après-midi, nous nous étions attardés jusqu'à la borne 7. C'est là que nous avons croisé un homme très âgé. Il était de petite taille, avait des cheveux blancs, et il était recroquevillé sur le bord du sentier avec comme un air de défaite sur le visage.
Il ne semblait pas vraiment à sa place dans ce monde moderne, avec des vêtements tachés, à moitié en lambeaux et déchirés de partout. C'était comme s'il venait de travailler dans une mine de charbon dans les années 1800. Il était courbé de façon semi-permanente et lorsqu'il a levé la tête vers nous, ses yeux bleus perçants se sont fixés sur nous d'une façon presque hypnotisante. Lara a pris la parole et lui a demandé s'il avait besoin d'aide. Il a déclaré qu'il avait un besoin urgent d'eau et qu'il avait épuisé son énergie et son souffle en essayant de retourner à sa cabane qui se situait à 3 kilomètres sur le chemin que nous traversions. Immédiatement, bien sûr, Lara a donné sa bouteille d'eau en aluminium et je me suis approché de lui. J'ai passé son bras par-dessus mon épaule et je l'ai aidé à remonter la pente. Quelques heures plus tard, nous nous sommes retrouvés devant la fameuse cabane, la plus moussue et la plus délabrée que j'ai jamais vue. Lara et moi nous sommes regardés avec inquiétude, tandis que l'homme s'éloignait doucement, en n'ayant plus besoin de mon soutien, comme si d'ailleurs il n'en avait jamais eu besoin. Il montait en sautillant les marches du petit porche, faisant grincer celle-ci pour entrer dans sa cabane. Il se tourna vers nous et nous dit « Merci à vous deux de m'avoir accompagné et d'avoir pris soin d'un vieil homme. Je devrais m'en sortir à partir d'ici. » Il rendit sa bouteille d'aluminium à Lara et lui fit même un clin d'œil en disant « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, criez mon nom et je viendrai en courant. Je m'appelle Atlal. » Je pense qu'il pouvait lire dans nos pensées, car nous nous demandions s'il était logique de laisser un vieil homme au fond des bois, dans des conditions de vie aussi épouvantables. Alors il nous a gentiment fait signe de partir, en nous tournant le dos et en franchissant sa porte d'entrée. « Vous êtes sûr qu'on ne peut pas vous aider pour autre chose ?» ai-je à moitié crié. Il a de nouveau passé la tête par la porte et m'a répondu « Oh, croyez-moi, je me débrouille très bien. De temps en temps, je me lie d'amitié avec des gens comme vous et ils m'offrent la venaison du cerf à l'automne. 1 ou 2 cerfs suffisent toujours à combler mes besoins dans l'état où je me trouve actuellement. » Puis il fit un nouveau clin d'œil, comme le font les vieux hommes, et il est retourné calmement à l'intérieur de la vieille cabane en claquant la porte en bois à moitié pourrie. Nous sommes alors retournés sur le sentier principal ce soir-là et nous nous sommes interrogés sur la logistique de ce vieil homme, comment il pouvait vivre dans cette cabane, ainsi dans une forêt nationale et sous le nom d'Atlal. Nous avons continué notre marche et nous avons rapidement atteint le repère 8. Nous nous sommes installés dans une petite ouverture pittoresque qui se trouvait sur une colline surplombant le sentier. Une fois de plus, nous nous sommes couchés avant la tombée de la nuit. Vers 4 heures du matin, je me suis réveillé car j'avais besoin de me soulager. J'ai alors remarqué 3 mégots de cigarettes frais, à seulement 20 pieds de notre tente. À 6 heures du matin, j'ai réveillé Lara et j'ai insisté pour que nous commencions notre randonnée plus tôt. Elle semblait plutôt confuse à ma demande, mais d'accord, alors nous en sommes restés là. Nous avons donc fini par parcourir 7 miles sur ce sentier ce jour-là. Lara a demandé pourquoi nous devions partir plus tôt, marcher plus longtemps. J'ai alors inventé une histoire à propos d'un arrêt surprise que j'avais pour elle sur le chemin du retour vers l'Oregon. Lara adorait les surprises, donc elle m'a fait juste un sourire radieux et nous sommes allés nous coucher tôt une fois de plus. Mais cette fois-ci parce que nous étions vraiment épuisés et avions besoin de repos. Je pensais que la distance que nous avions parcourue ce jour-là nous débarrasserait des étrangers qui nous suivaient. Mais à 1h30, nous nous sommes réveillés en sursaut tous les deux, lorsque nous avons entendu un sifflement étrange à la bordure des arbres, à peu près à 30 mètres à l'ouest de nous. Puis il a commencé à sembler émaner de tous les côtés. À ce moment-là, j'ai su que Lara devait savoir ce qui s'était passé les autres nuits. Alors je lui ai raconté toute l'histoire à voix basse et elle m'a réprimandé et m'a même frappé sur l'épaule alors que, à ce moment-là, j'attrapais mon petit couteau multi-outils. Avant même que je puisse ouvrir le couteau, l'entrée de la tente a été arrachée et 4 hommes de grande taille et à l'odeur nauséabonde se sont précipités sur nous. Ils sont restés là, à nous fixer et à se pencher sur nous. « Ceci fera très bien l'affaire », a dit le plus grand d'entre eux d'une voix basse et rauque. J'ai rapidement déplié la lame du couteau et je l'ai poignardé dans l'artère le long de sa hanche. Il poussa un hurlement et recula en titubant. Il emporta avec lui mon couteau.
C'est à ce moment-là que j'ai su que nous étions dans le pétrin, car seul le couteau pouvait nous aider à nous défendre. Et je n'avais plus d'idée. Avant que je ne puisse y penser davantage, j'ai ressenti un coup de poing sur ma tempe droite et ce fut l'extinction des feux. Plus rien. Environ 5 minutes plus tard, je suis revenu à moi, les mains attachées, la bouche bâillonnée, agenouillée et regardant notre feu, tandis que 2 des hommes commençaient à tripoter Lara tout en la maintenant au sol. Dire que je ne m'étais jamais senti aussi impuissant et effrayé de ma vie serait un euphémisme. J'ai crié de toutes mes forces à travers le tissu sale que j'avais dans la bouche, et j'ai essayé de me libérer et de foncer dans l'homme qui me surveillait, mais en vain. Lorsque je suis retombé sur le côté, dans la terre, j'ai alors remarqué que ma lame de couteau, aussi petite soit-elle, avait bien fait son travail sur le grand homme. Il gisait là, inconscient, se vidant de son sang, à quelques pas de notre tente. Lorsque j'ai entendu le tissu du t-shirt de Lara commencer à se déchirer, j'ai compris de quoi il retournait. Mon cœur et le sien étaient sur le point d'être brisés pour l'éternité. Elle m'a alors regardé dans les yeux, criant mon nom, même si nous savions tous les deux à quel point j'étais inutile à ce moment-là. Mais elle fit alors quelque chose de tout à fait inattendu. D'une façon ou d'une autre, dans le recoin de son esprit, un souvenir lui est revenu, comme un dernier acte de désespoir. Alors que ces hommes horribles commençaient à vouloir lui enlever son jean, elle a crié « Atlal !» Tous les hommes se sont arrêtés et ils se sont regardés les uns les autres. Qu'est-ce que cela veut dire, femme ? Ils ont commencé à vouloir en savoir plus sur ce sujet et à nous chahuter un peu. Mais avant qu'ils ne puissent en faire plus, nous avons entendu un grand fracas dans la forêt. Alors qu'avant, il n'y avait aucun bruit. Le bruit que nous entendions maintenant semblait comme le bruit que pouvait faire un bulldozer. Et cette chose a fait irruption dans la clairière. Ce qui est apparu devant nous à ce moment-là faisait une hauteur d'à peu près 2,50 m. Cela défiait toute logique. C'était vraiment ce que l'on pourrait considérer comme l'image grossière du Bigfoot. Des bras très longs qui pendaient presque jusqu'à ses pieds, sauf qu'il avait aussi des griffes de 8 pouces qui sortaient de ses doigts et des longs poils au lieu des ongles. Il était manifestement poilu sur toute sa surface, une chevelure argentée et bien sûr il avait ce qui semblait être des pieds poilus de taille 35, comme ceux d'un humain. Mais ce qui allait bouleverser notre perception de sa corpulence, c'est que sa tête ressemblait davantage à celle d'un grizzly. En plus, il semblait avoir un museau plus court, mais profondément marqué de cicatrices. Ces cicatrices apparemment témoignaient de batailles incalculables qu'il avait dû avoir avec des êtres encore plus grands que lui. Pourtant, à travers cet aspect extérieur assez effrayant, il avait des yeux d'un bleu perçant, qui semblait projeter un sens de l'expérience ancienne, de la gentillesse, mais quelquefois quand même de la rage aveugle. Les hommes n'ont pas eu le temps de réagir. La chose a sauté directement sur le premier homme et d'un seul geste, elle lui a arraché, déchiré la tête du torse. Les autres hommes ont essayé de s'enfuir dans 2 directions différentes, mais la bête a sauté du premier homme pour aller sur un autre qui était à peu près à 40 pieds de là. Elle lui a ouvert la poitrine à 2 mains et a commencé à se délecter de ses viscères. À un moment, j'ai bien cru que le dernier homme s'en sortirait parce qu'il a pu pénétrer à la limite des arbres dans la forêt. Mais notre sauveur, à ce moment-là, s'est arrêté de manger. Et il a semblé reconnaître à contre-cœur qu'il avait encore du travail à faire. Il s'était lancé dans les bois à la vitesse d'un jaguar. Les cris que nous avons ensuite entendus résonner étaient dignes d'un cauchemar. Lara s'est rapidement précipitée sur moi et m'a détachée. Nous avons regardé le sentier principal qui se situait en dessous de nous en même temps et nous avons commencé à nous lever pour nous échapper. À ce moment-là, le vieil Atlal, frêle, le visage et les mains couvertes de sang, se léchant les lèvres, s'est avancé vers nous. « Tout va bien maintenant, les enfants, » dit-il en plaisantant. « Qu'est-ce que... » commençai-je à balbutier avant qu'Atlal ne m'interroge. « Il y a des choses qu'il vaut mieux laisser un peu mystérieuses, hein ?» Atlal fit ensuite un tour d'horizon du camp avant d'ajouter « Les enfants, préparez votre campement et partez un peu plus loin sur le sentier. Je vais nettoyer tout ça moi-même. » Il nous fit un de ces fameux clins d'œil charmants
comme en font les vieillards joyeux, et nous avons tous deux hoché la tête, en signe d'obéissance. Nous avons alors rangé tout notre matériel, donc notre équipement, notre tente, et avant de partir, nous avons regardé Atlal qui, à quelques mètres de nous, était en train de fixer les étoiles. Je lui ai alors dit un gentil « Merci monsieur ». Il s'est tourné lentement vers moi et il m'a simplement répondu « Vous êtes tous les deux des gens bien, et je ferai n'importe quoi pour les gens bien. Si vous vous retrouvez un jour de nouveau dans cette partie, vous n'avez qu'à crier et je serai là. » Puis, il nous a finalement tourné le dos et a continué de regarder les étoiles, en étirant ses épaules comme s'il venait juste de se réveiller d'un profond sommeil. Lara et moi n'avons pas établi de campement ailleurs cette nuit-là, évidemment. Au lieu de cela, nous avons décidé de parcourir les 5 miles restants de notre voyage, dans l'obscurité, pour retourner jusqu'à la voiture de location qui se trouvait sur le parking du sentier. Ensuite, nous avons fini de parcourir les 200 miles pour nous arrêter dans un hôtel, dans un autre état, et nous nous y sommes installés. Au cours des mois qui ont suivi, Lara et moi avons dû faire face à plusieurs sentiments de défaite et de honte, face à ce qui avait bien failli nous arriver cette nuit-là. Mais nous avons appris à surmonter cette lourde épreuve ensemble. Cela nous a même rapprochés plus que jamais. Ce n'est qu'au mois d'août suivant que Lara m'a réveillée en pleine nuit parce qu'elle venait de se souvenir et me dit « Atlal a insinué une offrande, n'est-ce pas ?» Je lui ai fait un signe de tête et je suis retournée me rendormir. J'ai su alors ce qu'il me restait à faire une fois la saison de la chasse arrivée. C'est ainsi qu'en septembre, je me suis retrouvée à genoux, au-dessus d'un jeune mâle, en train de crier le nom d'Atlal au milieu de la nuit. Une fois qu'il a franchi la limite des arbres et qu'il est apparu devant moi, sous les traits du Yeti ou Bigfoot, j'ai dû d'abord étouffer la terreur involontaire qui m'a pris. Et je suis sûre qu'il a pu lire celle-ci clairement dans mes yeux. Je me demande même d'ailleurs si j'ai cligné des yeux avant de me rendre compte que c'était un vieil homme frêle qui se tenait là devant moi. « Merci de vous être souvenu de ma demande, jeune homme, a-t-il dit. Je vous assure qu'il y en aura d'autres, je vous l'assure, ai-je répondu. Puis, il me fit un clin d'œil et s'est détourné pour regarder les étoiles, signifiant qu'il était temps pour moi de partir. Comme vous le voyez, c'est une histoire qui laisse quand même beaucoup à réfléchir. On sait déjà d'avance que les témoignages, quels qu'ils soient, surtout concernant le paranormal sur Reddit, peuvent varier en crédibilité. Ce sont des fois de simples anecdotes très fascinantes et très crédibles. On a quelquefois des récits un peu plus détaillés qui semblent aussi très plausibles, mais d'autres fois, malheureusement, on est devant des récits dont on ne sait pas trop quoi penser et d'autres qui semblent un peu plus venir de l'imaginaire de l'auteur, ou enfin, du moins de celui qui a posté cette histoire. En ce qui me concerne sur cette histoire, même si je l'ai classée dans témoignage puisqu'il se dit être comme tel, j'ai plus l'impression, et vous me direz si vous êtes d'accord avec moi ou si vous croyez à cette histoire, que là c'est un auteur qui a eu envie d'écrire une sorte de creepypasta sous forme de témoignage. Mais comme l'histoire était plutôt intéressante, je me suis dit que je voulais quand même la partager avec vous. Elle était pas trop mal et juste ce qu'il faut pour faire un petit peu peur et puis montrer quelque part que le Bigfoot qui fait tant rêver certains qui veulent tant le trouver ou qui fait quelque part un peu peur puisqu'on ne sait pas comment, s'il existe, il fait pour se nourrir, etc. Eh bien là, il était peint d'une façon plutôt gentille, serviable, qui aime les gens qui justement sont des gens bien, qui est prêt à leur rendre service. Donc je trouvais que c'était pas trop mal. Enfin, vous savez, vous me direz vous-même ce que vous en avez pensé. En tout cas, qu'est-ce que nous pouvons dire en conclusion de cette vidéo, à part ce que je vous ai déjà dit sur les témoignages sur Reddit. Si on parle de façon générale des témoignages de rencontres avec le Bigfoot, là c'est pareil, c'est un mélange d'émotions, c'est un peu comme les témoignages Reddit quelque part. Certains restent possibles, certains sont assez mystérieux, incompréhensibles, d'autres nous laissent un peu plus sceptiques sur ce qui a pu se passer. Vu qu'il y en a beaucoup qui disent avoir vu ce Bigfoot et que malheureusement il n'y a pas vraiment de preuves véritables
que celui-ci existe, même s'il y a des détails troublants quelquefois. Oui, en effet. Après, que le Bigfoot, ou comme son cousin le Yeti et autres cousins dans le monde entier, puisque vous devez savoir qu'il y a d'autres possiblement types de bipèdes comme le Bigfoot dans d'autres pays du monde, je ne sais pas vraiment savoir si le fait qu'il existe vraiment ou pas est vraiment beaucoup d'importance. Puisque à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas, et pourtant ça n'empêche pas que l'imaginaire collectif continue de nous faire penser au Bigfoot, au Yeti et à d'autres, et à ainsi alimenter les débats sur l'existence de toutes ces créatures que l'on pense inexistantes et qui, quelquefois, cela arrive, eh bien, plusieurs des moments, années plus tard, on découvre qu'elles existent vraiment. En ce qui concerne le cas du Bigfoot, on est d'accord, cela fait beaucoup de temps qu'on le cherche et qu'on n'a pas vraiment de preuves concrètes concernant son existence. Donc c'est un sujet un peu complexe, mais comme on n'a pas de preuves, pourquoi ne pas penser que possiblement, oui, il y a une autre espèce qui a réussi à survivre autrement que nous. L'imagination ne tue pas, et heureusement, c'est comme ça que l'on fait des romans, des séries, des films, etc. Moi, je ne vois pas d'inconvénient à imaginer que toutes ces créatures que l'on dit créatures fantastiques puissent être quelque part peut-être soit inspirées de créatures réelles, soit peut-être réelles et que l'on ne les a pas encore découvertes. Qui sait? L'imagination fait toujours du bien. Ne perdez jamais vos rêves et le pouvoir d'imagination. Ils sont très importants dans la vie. Je vais arrêter de vous embêter avec ça. Vous avez compris que nous étions arrivés à la fin de la vidéo. Donc, vous savez que vous pouvez me dire ce que vous pensez de ce dit témoignage dans les commentaires. Si, du moins, vous ne croyez pas que c'est un véritable témoignage, vous avez au moins apprécié le tournant de l'histoire de ce gentil Bigfoot qui, quelque part, est un peu sur une thématique un peu loup-garou, puisque ça serait un vieil homme qui se transformerait en Bigfoot. Ou si vous n'avez pas du tout aimé, vous avez le droit de ne pas avoir aimé cette histoire. Je ne peux pas contenter et plaire à tout le monde. Vous savez que pour me montrer ça et pour me donner votre avis, vous pouvez le faire dans les commentaires. Me mettre le petit like qui fait toujours plaisir. Si vous voulez d'autres vidéos, eh bien, surtout vérifiez que vous êtes toujours abonné. Et pour ceux qui ne le sont pas, pensez à vous abonner. Ça ne vous coûte rien du tout. Et moi, ça me fait très plaisir de voir que ce que je fais plaît aux gens. Vous pouvez également activer la petite cloche si vous ne voulez louper aucune vidéo. Et puis, je crois que j'ai tout dit. Alors, il me semble qu'en tant que gardienne de la bibliothèque, je vais pouvoir fermer le livre sur les témoignages du paranormal, le ranger à sa place et malheureusement pour vous, fermer les portes de notre chère bibliothèque et vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!